Bonjour chers étudiants. Nous voilà au niveau du chapitre 2 de ce cours de théorie de la sécurité et de la cryptographie. Donc, il s'agira de voir dans ce chapitre les différents types d'attaques. Quels sont les différents types d'attaques auxquels on peut faire face. Donc, on avait vu dans le chapitre précédent que quels que soient les moyens qu'on met en place, un système restera toujours vulnérable. Donc la sécurité à 100% n'existe pas. Mais malgré tout, il faudra trouver des solutions qui nous permettent de limiter ces risques-là. Donc pour augmenter son niveau de sécurité et parer à des attaques basiques. Donc on avait défini également c'est quoi une attaque. Donc on avait expliqué que c'est l'exploitation d'une faille d'un système, etc. Donc on avait également expliqué qu'il y en a de toutes sortes et pour ces attaques-là et leurs motivations sont diverses. Donc ces trois diapos-là, c'est des diapos qu'on avait déjà abordés au niveau du chapitre précédent. Donc on l'a mis ici pour vous rafraîchir la mémoire. Donc on va voir les différents types d'attaques. L'ensemble des attaques peuvent être catégorisées en deux grands types. Donc on a d'une part les attaques passives et d'autre part les attaques actives. Les attaques dites passives procèdent à l'écoute et à l'interception. Donc ils visent la confidentialité des données. Par contre, les attaques actives vont aller plus loin en essayant d'altérer les données ou en affectant le fonctionnement d'un système. Et qui parle d'altération vise l'intégrité. Qui parle d'affecter le fonctionnement parle de non-disponibilité. Et on avait signifié que en sécurité, on a principalement trois objectifs. Il y en a d'autres, mais les trois principaux, c'est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc, si une attaque parvient donc à mettre à nu un de ces principaux objectifs-là, donc il aura réussi, la personne donc aura réussi à mener une attaque. Donc, ces attaques-là donc visent la confidentialité, l'intégrité et ou la disponibilité. Maintenant, pour les attaques passives, comme on l'a dit tantôt, ils sont basés sur l'écoute et la surveillance des transmissions. Donc le but, c'est d'obtenir les informations qui sont transmises entre deux entités. Parmi ces attaques passives, on a la lecture du contenu des messages et l'analyse de trafic. Tout d'abord, la lecture de contenu. Donc, c'est basé sur l'écoute des conversations téléphoniques, récupération donc des courriers et des fichiers envoyés et l'interception de ces informations. Donc ici, on a donné au niveau de cette figure-là un schéma qui illustre cet exemple. Un exemple qui illustre donc ce cas d'attaque passive. Donc ici, on considère deux entités qui communiquent, Bob et Alice. Ici, c'est Bob qui envoie le message en passant par Internet à Alice. Et ici, on a l'homme du milieu, donc ce qu'on appelle le man in the middle, MIM. Donc l'homme du milieu, c'est lui le pirate, donc qui essaie donc de récupérer, de lire les informations qui sont transmises entre Bob et Alice. Donc ça, c'est lecture de contenu des messages. Maintenant, pour le deuxième cas d'attaque passive, donc c'est l'analyse de trafic qui est un peu plus subtile. Parce que les informations que Bob envoie à Alice peuvent être, par exemple, cryptées. Donc le contenu n'est pas lisible directement. Donc, excusez-moi. Donc c'est l'attaquant donc doit utiliser des moyens plus sophistiqués pour pouvoir lire le contenu. Donc il va falloir qu'il analyse le trafic. Donc il essaie de décrypter, n'est-ce pas? Donc c'est ça le principe donc
de cette attaque par analyse du trafic. Maintenant, pour les attaques actives, ils visent la modification des données et fabrication de données. Donc, sur ces cas d'attaque, on en a 4 types. On a la mascarade, la modification, le message, le replay et le déni de service. D'abord pour la mascarade. Donc c'est une entité, lorsqu'une entité prétend être une autre entité. C'est-à-dire ici, comme l'illustre ce schéma-là, ici l'homme du milieu envoie un message à Alice en se faisant passer pour Bob. C'est-à-dire il envoie des messages à Alice comme si c'était Bob qui le faisait. Donc il se fait passer pour... C'est ça qu'on appelle la mascarade. Donc Alice, lorsqu'elle recevra ce message-là, elle croira que ça provient de Bob alors que ça vient donc d'une autre personne. On a également les modifications de messages, donc qui visent à modifier le message. Donc pour cette attaque-là, par exemple, Bob envoie des messages à Alice. L'homme du milieu intercepte ces messages-là, les modifie à sa guise et transmet le message modifié à Alice. Donc Alice, lorsqu'elle recevra le message, voilà, elle ne se rendra pas compte, elle peut ne pas se rendre compte que ce message-là a été modifié par une autre personne. Par exemple, Bob peut envoyer un message à Alice pour lui donner un rendez-vous à un lieu bien précis et à un moment bien précis. Et cet endroit-là peut être modifié. Par exemple, l'homme du milieu peut changer le lieu de rendez-vous. Excusez-moi. Il peut changer le lieu de rendez-vous et fixer également l'heure qu'il veut. N'est-ce pas? Sans pour autant qu'Alice s'en rende compte. Donc, on a également le replay. Maintenant, le replay ressemble un peu à modification de message. Maintenant, si vous regardez bien, la différence, c'est que si lorsque Bob envoie le message, ça parvient à Alice. Maintenant, l'homme du milieu en a une copie. Et comme il en a une copie, il peut après construire un autre message pour l'envoyer à Alice. Donc, le fait d'avoir une copie de ce message-là lui permet de savoir à quoi celui-ci, le destinataire s'attend. Et donc, par conséquent, il saura qu'est-ce qu'il va lui envoyer. Maintenant, pour les attaques de type déni de service, donc comme son nom l'indique, le but c'est d'empêcher un service de fonctionner. Bon, en général, c'est des serveurs. Donc, on va essayer d'empêcher le serveur de fonctionner de telle sorte que lorsque Bob aura besoin du serveur et l'interroge, le serveur ne pourra pas le satisfaire. L'ensemble de ces attaques-là, actives et passives, procèdent par une de ces procédés-là, soit par interruption, qui vise la disponibilité, par interception, qui vise la confidentialité, par modification, qui vise évidemment l'intégrité, ou bien par fabrication, qui vise l'authenticité des informations. Donc voilà, c'est l'ensemble de ces procédés-là et sont matérialisés par ces schémas-là. Donc ça, c'est le fonctionnement normal. Donc émetteur-récepteur sans attendre qu'il y ait une interruption. Maintenant, là, c'est le schéma qui illustre l'ensemble de ces procédés-là. Maintenant, on a vu déjà une classification attaque active-passive. Mais on peut avoir aussi une autre classification pour ces attaques-là, à savoir les attaques qui ont pour but d'amener à une intrusion future et les attaques par déni de service. Maintenant, les attaques qui visent à s'introduire dans le réseau, ils peuvent viser la confidentialité. C'est-à-dire ils peuvent essayer d'avoir des informations sur, par exemple, des informations contenues dans une entreprise. Ils peuvent aussi essayer de modifier vos données contenues dans l'entreprise, par exemple, dans votre réseau. Donc, dans ce cas, ils vont viser l'intégrité. Maintenant, pour ce qui concerne les attaques par déni de service,
eux, leur seul objectif, c'est la disponibilité, de mettre à nu la disponibilité. Donc, de rendre les services non disponibles. Voilà, maintenant, ce schéma-là qui est donné ici, c'est un schéma qui résume tout ce qui est sécurité. Donc, ici, on a les informations à protéger. Ces informations à protéger, on les protège via trois objectifs: confidentialité, intégrité et disponibilité. Pour ce faire, on utilise un ensemble d'outils contre ces différentes attaques. Donc là, on a les attaques qui essaient d'accéder à l'information. Donc on protège l'information en utilisant l'ensemble des outils. Donc là, on a les outils. Là, on a ce qu'il faut protéger contre ces menaces extérieures. Maintenant, pour les attaques par intrusion, donc la pénétration d'un réseau ou d'un système peut s'avérer néfaste et peut procéder de différentes manières. On a les techniques d'accès physique. Donc, ça, c'est lorsque on vient, par exemple, voler les disques durs, parce que les informations qu'on vole, si on vole le disque dur, les informations qu'on aura, c'est les mêmes informations peut-être qu'on aurait lorsqu'on fait une attaque à distance. On peut également avoir l'écoute de trafic, ce qu'on appelle le sniffing. Il y a également le social engineering. Donc le social engineering, donc c'est le fait donc d'essayer de retrouver votre identifiant et mot de passe, donc votre login et mot de passe, et cela grâce à des messages falsifiés. Donc on essaie par exemple, on vous dit par exemple, vous avez gagné au loto, etc. Vous avez gagné à tel tirage, etc. Pour maintenant récupérer vos gains, nous vous demandons de nous envoyer un certain nombre d'informations. Maintenant, en récupérant ces informations qu'on connaît sur vous, on peut essayer de retrouver votre identifiant et mot de passe. Il y a l'interception également des communications par l'usurpation, vol de session, détournement ou altération. Il y a également les intrusions sur le réseau qui comprennent les balayages de bord, élévation de privilèges et également les programmes malveillants. Maintenant, un hacker aussi peut pénétrer dans votre réseau via votre serveur de messagerie. Et en général, c'est par là qu'ils essaient de passer, surtout avec les programmes malveillants. D'abord, le sniffing. Maintenant, dans les réseaux, vous savez que les trames sont souvent transmises sur l'ensemble des supports. Et lorsqu'on le fait, le destinataire qui reçoit ces données-là reconnaît son adresse, donc va regarder est-ce que le message lui est destiné. C'est comme l'exemple du hub, par exemple. Lorsqu'un hub reçoit les données, il le transmet sur l'ensemble des ports. Donc ça va arriver au niveau donc, de l'ensemble des machines qui sont branchées au niveau du hub. Maintenant, la machine va regarder est-ce que l'adresse de destination de la trame correspond à celui de son adresse MAC. Si c'est le cas, donc il saura que cet ordinateur-là saura que voilà, ces données-là lui sont destinées. Maintenant, si c'est différent, donc il va le supprimer. Maintenant, la carte réseau d'un PC peut être reprogrammée de telle sorte, au lieu de supprimer les messages qui ne lui est pas destiné, il va lire tout ce qui lui arrive. Donc, et par conséquent, il peut sniffer donc toutes les données qui circulent dans le réseau. Donc il y a les hackers utilisent donc des outils de sniffing, donc d'analyse réseau qui scannent donc tous les messages qui circulent à travers le réseau. Donc un exemple d'outil de sniffing, c'est le Wireshark. Donc vous connaissez le Wireshark, donc c'est également un outil de sniffing parce que le Wireshark permet de visualiser donc tout le trafic qui circule à travers le réseau. Maintenant, contrairement au hub, un switch
qui reçoit des données provenant d'un port ne le distribue pas, ne le réémet pas sur sur tous les ports. Il le retransmet seulement sur le port au niveau duquel est branché le destinataire. Donc, ce qui fait que donc, les autres ne vont pas recevoir ce paquet-là. Donc, ça va arriver seulement au niveau du destinataire. Donc, ça peut être une solution par rapport à ce problème-là qu'on vient de, de, de pointer du doigt. Maintenant, les parades, on peut utiliser des mots de passe forts ou bien utiliser les cartes. Maintenant, on va voir les attaques par craquage de mots de passe. Et cette attaque par craquage de mots de passe utilise souvent un dictionnaire de mots de passe. Maintenant, ce dictionnaire de mots de passe est créé à partir des informations qu'on a glanées sur vous. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé tout à l'heure le social engineering. Donc ça, c'est Kevin Mitnick qui a créé cette technique-là. Donc Mitnick, c'est le ou l'un des plus grands hackers du monde. Bon, c'était un hacker, maintenant à la suite de sa sortie de prison, il s'est reconverti que spécialiste, donc conseiller en termes de sécurité. Maintenant, c'est lui qui a mis en place, c'est lui qui a inventé le social engineering. Donc, le social engineering consiste donc à récupérer des informations sur vous. C'est-à-dire, je vais essayer de savoir quel est votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, le nom du père, de la mère, le nom du chien, etc. Donc, à travers toutes ces informations, je vais essayer de faire plusieurs combinaisons et les mettre sous forme de dictionnaire, de mots de passe. Et ces mots de passe-là vont être testés un à un. C'est-à-dire, je teste un mot de passe, ça ne passe pas, je passe un autre. Et au fur du temps, on peut espérer tomber sur le bon mot de passe. Parce qu'en général, quand vous construisez un mot de passe, bon, c'est à la base de vos informations personnelles. Votre nom, prénom, date de naissance de votre voilà, mari ou femme, de votre père, mère, bon, etc. Le lieu de naissance, des trucs comme ça que vous combinez ensemble pour peut-être avoir un mot de passe. Donc ce sont ces techniques-là qu'ils utilisent maintenant pour essayer de retrouver vos mots de passe. C'est pour ça qu'on parle de l'attaque par force brute. Parce que le mot de passe n'est pas deviné directement, mais c'est à la suite de plusieurs tests qu'on essaie de le retrouver. Maintenant, en usurpant l'identité en votre identité, un pirate cherche à obtenir des informations confidentielles auprès de vous et de votre entreprise. Donc, et pour cela, seule la formation du personnel peut nous permettre de lutter contre ça. Parce que on avait dit que pour la sécurité, il y a la partie organisationnelle d'abord, avant la partie technique. La partie organisationnelle, on avait dit que ce qui est plus important d'abord, c'est la sensibilité. C'est la sensibilisation du personnel. C'est-à-dire leur faire savoir ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, etc. Maintenant, le phishing, ça provient donc de la contraction de péché et qui est phishing avec F et de phreaking qui consiste à pirater un réseau téléphonique. Donc ça consiste donc à amener l'internaute à divulguer des informations personnelles, bancaires, etc. en falsifiant par exemple le logo de votre banque par exemple. Maintenant, ça c'est souvent avec les banques qu'on le note parce qu'en général, les gens essaient de faire du phishing, par exemple, en se faisant passer par votre banque. Ils vous disent que, par exemple, voilà, on a pris des mesures, etc. Et on doit avoir certaines informations personnelles sur vous. Et voilà, il faudra qu'on mette à jour tel ou tel truc. Maintenant, si vous leur envoyez ces informations-là, ils pourront s'en servir pour vous, pour vous, pour vous nuire. Maintenant, ces falsifications-là peuvent porter sur tout type de, de, de services. Ça peut porter sur des serveurs DNS, web, etc. Donc, par ce conséquent, on a plusieurs types de spoofing. Donc, on a, par exemple,
le DNS spoofing. Donc, le DNS spoofing utilise les faiblesses du protocole DNS pour mener ses attaques. Donc, le but du pirate, donc, c'est de faire correspondre l'adresse IP de la machine du pirate à une URL connue. Ça dit quoi? Parce que avec le DNS, vous savez, par exemple, quand vous mettez google.com, http, etc., www.google.com, cette adresse, ce lien-là, cette URL-là, correspond à une adresse IP, parce que ça correspond à un serveur qui a une adresse IP. Donc, il y a une correspondance entre cette adresse IP et cette URL-là. Maintenant, le DNS spoofing, donc, il va, avec cette technique-là, on va essayer de faire correspondre l'adresse IP de l'attaquant. Donc, l'attaquant va essayer de faire correspondre son adresse IP avec l'URL, par exemple, www.google.com. De telle sorte que, voilà, si vous cliquez sur un lien, google.com, etc., ou bien si vous tapez ce lien-là, il va vous amener vers le site du pirate. Donc, on va prendre l'exemple du DNS cache poissonnier. Donc, il s'agira donc de procéder par 4 étapes plutôt. Les différentes étapes, c'est quoi? D'abord, le pirate demande au serveur DNS cible, donc le serveur DNS cible, une adresse IP dont il gère le serveur DNS. Maintenant, le serveur DNS cible interroge donc le DNS du pirate, et le DNS du pirate donc l'envoie ces informations-là. Maintenant, ce qu'il faut peut-être rappeler, le fonctionnement des serveurs DNS, c'est-à-dire si un serveur DNS qui gère un ensemble d'adresses qu'il connaît. Donc si ce serveur-là, si on l'interroge sur les informations qu'il connaît, il peut fournir l'information. Mais si on lui demande une information qu'il n'a pas, il va demander à un autre serveur DNS qui connaît ces informations. Donc un autre serveur DNS qui gère ces adresses-là. Donc si on lui demande, il n'a pas les informations, il demande au serveur qui gère ces serveurs DNS, qui gère ces adresses IP-là. Et si celui-ci lui donne la réponse, il nous transmet la réponse. Donc c'est comme si on vous demande quelque chose, vous ne connaissez pas. Vous demandez à quelqu'un qui connaît, si celui-ci vous donne l'information, vous le retransmettez à la personne qui demandait. Donc c'est comme ça le principe donc, des attaques, donc disons de fonctionnement des DNS. Maintenant, pour l'attaque, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va contrôler un serveur DNS. D'abord, donc il va essayer d'avoir un serveur DNS qui contrôle, et ce serveur DNS là va gérer une adresse, son adresse IP. Maintenant, le pirate donc va demander au serveur DNS cible une information que son serveur DNS piraté gère. Donc forcément, si il interroge le serveur DNS cible, celui-ci va interroger le serveur DNS qui gère cette adresse-là. Il se trouve que ce serveur DNS-là qui gère l'adresse demandée, c'est le pirate même qui le contrôle. Donc il peut le manipuler à sa guise. Donc maintenant, si le serveur de cible demande au DNS du pirate, le DNS du pirate non seulement lui envoie la réponse demandée, mais il en profite aussi pour lui envoyer des informations supplémentaires. Les informations compromettantes, donc ces informations qui permettent de faire correspondre l'adresse l'URL à son adresse IP. Et qu'est-ce que le serveur DNS cible va faire? Il va insérer ces données-là dans sa mémoire cache. Parce qu'un serveur DNS, quand on lui demande une information qu'il n'a pas et qu'il demande à un autre serveur DNS qui lui fournit l'information, il stocke cette information dans sa mémoire cache. Donc ce qui va permettre, lorsque une prochaine fois on lui demande la même information, il n'aura pas besoin d'aller encore demander. Donc il va le récupérer directement à partir de sa cache et fournir l'information. Donc ça, c'est pour rendre plus rapide les échanges. Maintenant, comme il va stocker même donc les informations que le pirate a ajoutées. Et ces informations-là,
qui vont permettre de faire correspondre l'adresse IP du pirate avec l'URL www.google.com par exemple. Donc ce qui fait que si quelqu'un va mettre cette adresse-là, il va l'amener vers l'adresse et que ça passe par ce DNS cible. Donc ça va forcément le rediriger vers la machine du pirate, donc qui pourra récupérer les informations de la personne, etc. Donc une solution par rapport à ce problème-là, c'est d'utiliser des serveurs DNS qui ne prennent en compte que les réponses aux questions posées. Cela veut dire quoi? Si on a interrogé ici un serveur qui a reçu des réponses, mais on a profité pour lui fournir d'autres informations qu'on veut. Mais s'il ne prend en compte que la réponse, donc les informations qu'on a ajoutées, il ne va pas les intégrer. Donc, et si par conséquent, s'il n'intègre pas ces informations, donc cette attaque-là ne pourrait pas passer parce que c'est l'information ajoutée qui fait que la correspondance entre l'URL et l'adresse IP. Donc, s'il n'intègre pas les informations supplémentaires, donc le problème sera résolu. Donc, il y a d'autres variantes du phishing, donc on ne va pas trop détailler. Donc, on a le ARP spoofing, on a le, le IP spoofing, le web spoofing. Donc, tout ça, c'est des variantes donc, du spoofing. Donc, on a le cache poisoning, donc, pour lequel on a une machine pirate qui se trouve entre un routeur et une machine victime et tous les requêtes ARP vont passer par lui. Donc l'usurpation d'adresse IP, donc c'est ce qu'on appelle IP spoofing. Donc on essaie d'usurper l'adresse de quelqu'un et par exemple mener une attaque comme si ça provenait de cette adresse IP là. Donc on peut utiliser l'outil Nmap pour pouvoir pour se prévenir. Donc, on a également le web spoofing. Donc, le web spoofing consiste donc à remplacer un site web par une version pirate. C'est-à-dire, on vous envoie un message pour vous dire que votre banque, etc. Maintenant, on vous donne un lien. On vous dit cliquez sur ce lien-là pour mettre à jour vos informations. Maintenant, si vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur un site. Maintenant, le site, le pirate va le faire de telle sorte que ça ressemble beaucoup au site de votre banque, par exemple, pour qu'il n'y ait pas de soupçon. Comme ça, vous allez croire que vous êtes dans le site de votre banque et vous faites confiance à votre banque. Donc, vous pouvez leur fournir certaines informations et donc toutes ces requêtes-là vont être récupérées par le pirate. Donc, on a également pour les attaques qui visent à l'intrusion, donc on a les programmes malveillants. Dans les programmes malveillants, il y en a plusieurs. Donc, on a l'habitude de parler de virus, mais il y a plusieurs programmes malveillants. Il n'y a pas que les virus. Donc, il y a ce qu'on appelle les malwares. Les programmes malveillants, il y en a plusieurs. Mais c'est parce que historiquement, le virus, c'est le premier programme malveillant. C'est pour cela on parle de virus par la suite. Mais il y a d'autres variantes. Donc, un virus se propage à l'aide d'autres fichiers. Parce que lui, il a besoin de ce qu'on appelle un vecteur. Donc, voilà, pour ce qui concerne les programmes malveillants, on ne va pas trop détailler. Donc, si vous lisez, vous allez vraiment comprendre donc, on a une variante, les bombes logiques, qui peuvent changer de signature. Parce qu'un virus est souvent reconnu par sa signature, c'est-à-dire sa manière de procéder. Son code, quoi. Maintenant, un virus morphologique, disons polymorphe, c'est un virus qui change de forme, donc qui change de signature. Donc, il y a une bombe logique, c'est un virus qui attaque à un moment donné, à un moment bien précis. Donc, ici, voilà, on donne un lien ici qui vous permet de comprendre de façon vraiment beaucoup plus large, avec plus de détails, tout ce qui tourne autour des programmes malveillants. Donc, on a également les vers qui sont beaucoup plus sophistiqués parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de vecteurs. On a
les chevaux de Troie, ce qu'on appelle le Trojan Horse. On a également les logiciels espions, donc ce qu'on appelle les spyware ou logiciels qui essaient donc de vous espionner, par exemple, qui essaient d'espionner par exemple ce que vous tapez au clavier, donc qui les enregistre et qui les envoie quelque part à un attaquant. Donc c'est ça qu'on appelle le keylogger, quoi. Maintenant, on a également les rançongiciels, donc qui sont beaucoup plus récents parmi les programmes malveillants. Donc c'est des programmes malveillants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de vous attaquer en cryptant l'ensemble de vos données. C'est-à-dire votre machine, à un moment donné, rien ne fonctionne. Vous essayez de démarrer, ça ne fonctionne pas. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? La machine est disons, le programme malveillant est en train de crypter l'ensemble de vos données qui se trouvent au niveau de votre machine. Maintenant, on vous envoie un message pour vous dire que voilà, vos données ont été cryptées, etc. Pour pouvoir les retrouver, il faut payer. Mais en général, pour payer, on vous demande de payer avec Bitcoin, ce qu'on appelle les Bitcoins. Donc c'est une monnaie, une crypto-monnaie, donc une monnaie électronique, voilà, qui ne se paye pas physiquement, mais c'est par transfert à partir d'un compte anonyme, vraiment. Parce que si ça passe par les banques, voilà, ça peut être, on peut retracer celui à qui appartient ce compte-là. Donc c'est pour cela, maintenant, avec les crypto-monnaies, on ne peut pas savoir qui est derrière ce compte-là. Donc des exemples de rançongiciel, ce qu'on appelle les ransomware. Donc le nom, ça provient du fait qu'on vous demande un rançon pour pouvoir récupérer vos données. Donc il y a par exemple le WannaCry, donc, qui a été lancé en mai 2017, qui est une attaque très d'envergure qui a touché plus de 300 000 machines dans le monde et à travers différents pays. C'est 150 pays environ, parmi lesquels les États-Unis, la Russie, entre, entre autres. Donc c'était un programme, c'est une attaque vraiment massive qui a touché beaucoup de monde. Donc il y en a d'autres, hein, donc, comme le Adil Kouz, il y a le NetPetya qui est apparu en juin 2017, etc. Donc il y en a plusieurs types. Il y a les portes dérobées, qui est un logiciel de communication caché. Il y a les rootkits qui effacent les traces. Il y a les OWAX, donc qu'on appelle les canulars informatiques. Il y a les spams qui consistent les disons, qui représentent donc les messages non désirés que vous recevez dans dans votre boîte de réception de courrier, électronique. Maintenant, il y a également les Amazon, donc ce qu'on appelle le phishing. Donc, il y a divers types d'attaques basées sur les programmes malveillants. Donc, je vous ai donné un lien, vous pouvez retrouver les détails. Maintenant, si vous lisez également le cours, vous pouvez comprendre le principe et la différence entre ces différents programmes malveillants. Donc, comme on l'a dit, on a deux grandes catégories. On a les attaques par intrusion et par déni de service. Maintenant, une attaque par déni de service, comme on l'avait dit, il empêche à un service de fonctionner par saturation de celui-ci. Donc, il inonde le processus de telle sorte que si vous avez besoin de ce service-là, que ça ne soit pas disponible. Donc, on en a deux types. On a les dénis de service applicatifs et les dénis de service réseau. Donc, les dénis de service applicatifs exploitent la vulnérabilité des applications. Et pour les dénis de service réseau, ils utilisent les faiblesses des protocoles ou bien leur mauvaise implémentation. Donc, on va directement aller vers les exemples. Donc, c'est le premier exemple qu'on va donner, c'est le SYN flood. Donc, flood comme inondation. Donc, cette attaque consiste à inonder la cible avec des ouvertures de connexion TCP. Parce que on peut rappeler le principe de fonctionnement. Lors d'une ouverture de connexion TCP, qu'est-ce qui se passe? La machine envoie un message SYN
au serveur. Bon, quand on met SYN, ça veut dire que le SYN égale à 1. Le serveur répond en envoyant un SYN et un ACK. Ça veut dire SYN égale 1, acknowledge égale à 1. Maintenant, pour clôturer cette ouverture de session, l'utilisateur envoie un acknowledge. Et c'est à partir de là que la connexion sera ouverte. Et maintenant, ils peuvent échanger des données. Et ça, on peut le voir à travers cette capture-là. Ici, on a l'adresse source et l'adresse de destination. Ici, c'est un protocole TCP. Donc, ici, on a le premier paquet envoyé, c'est un SYN par l'utilisateur qui l'a envoyé vers le serveur. L'adresse du serveur est là, l'utilisateur est là. Le serveur répond en envoyant un SYN et après, on conclut par un acknowledge. Donc, ça, c'est le fonctionnement normal. Maintenant, c'est ça que le pirate va exploiter pour mener des attaques par DNS. Donc, l'attaquant va envoyer un SYN au serveur. Donc, la suite, c'est que le serveur, forcément, envoie un SYN et ACK, comme ici. Maintenant, au lieu d'envoyer le troisième élément pour conclure, le acknowledge, ce qui permet d'ouvrir cette session-là, il laisse cette session-là entre-ouverte. Et il va envoyer un autre SYN. Donc, s'il envoie un autre SYN, celui-ci, donc, le serveur va répondre par un SYN ACK. Et lui, il n'enverra jamais le troisième. Il ne fera pas la troisième étape qui consiste à envoyer un acknowledge. Donc, cette étape-là, il fait exprès de ne pas l'ajouter parce que les sessions vont rester ouvertes tant qu'il n'y a pas un acknowledge. Entre-ouvertes, quoi, tel qu'il n'y a pas d'acknowledge. Donc, il fait exprès de ne pas envoyer. À chaque fois qu'il envoie un SYN et un ACK, il envoie encore un autre SYN. Donc, il va envoyer plusieurs SYN et il va recevoir plusieurs acknowledge. Et il ne va jamais clôturer donc cette ouverture de session. Donc, si les SYN se multiplient, à un certain moment, le serveur sera inondé. C'est pour ça qu'on parle de SYN flood, donc inondation par SYN. Donc, il va lui envoyer un ensemble de SYN et par conséquent, ce serveur-là, à un certain moment, sera inaccessible. Donc, si un utilisateur légitime essaie de le contacter, celui-ci ne pourra pas répondre à cette requête-là. Et par conséquent, il y a déni de service. Parce que déni de service, c'est lorsqu'on demande un service et que ce service-là ne soit pas disponible. Donc, vraiment, le but de ces attaques-là, c'est de saboter. Donc, saboter le fonctionnement de ce système-là. Donc, on a également d'autres types d'attaques par déni de service. On a par exemple les DDoS. DDoS, c'est Distributed Denial of Service. Donc, DOS, c'est déni de service. DDoS, donc c'est DOS distribué. Donc, c'est des dénis de service distribués. Maintenant, l'objectif de ces attaques-là, c'est d'abord de coloniser des machines. C'est-à-dire, on va essayer donc d'attaquer des machines qu'on va contrôler. Et à partir de ces machines, qu'on appelle des démons, des botnets, ces machines-là vont lancer des attaques vers le serveur à un moment donné. Donc, au lieu que l'attaque provienne d'une même machine, d'une seule machine, comme c'est le cas à ce niveau, donc c'est une même machine qui envoie l'ensemble des requêtes. Mais ici, pour que l'attaque soit beaucoup plus virulente, on colonise un ensemble de machines qui vont envoyer à un moment donné plusieurs requêtes vers le serveur victime. Donc, ce qui va faire que donc, le nombre de requêtes va être beaucoup plus important que pour le premier. Et donc, par conséquent, si on lui envoie un ensemble de requêtes, le serveur va devenir inondé. Donc, et par conséquent, il ne pourra plus satisfaire les utilisateurs légitimes. Donc, cette attaque-là est beaucoup plus virulente que le SYN flood. Parce que le SYN flood, c'est une seule machine qui attaque. Maintenant, pour celui-là, on va chercher de l'aide auprès d'autres machines fictives qu'on contrôle pour mener une attaque beaucoup plus importante. Donc, parmi ces attaques de type DOS, on peut citer les attaques à de grands sites comme le site de Yahoo, de CNN, de Eman et de eBay. Donc,
tous ces sites-là ont subi des attaques de ce type d'unité de service. Et ces attaques-là, donc, leur ont fait perdre énormément d'argent. Parce que pour ces sites-là, ils gagnent beaucoup d'argent par heure. Donc, ils sont restés plusieurs heures sans travail. Et donc, par conséquent, ça leur a fait perdre énormément d'argent. Parce qu'il y a les recettes publicitaires, etc., qu'ils ont perdues pendant ce temps-là. Et ils ont tous perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Donc voilà où s'achève donc ce chapitre-là. Donc on a vu les différents types d'attaques. D'abord pour une première classification active-passive. Et on a également vu les attaques intrusion et déni de service. Et on a vu les différents principes. Donc l'objet donc maintenant du prochain chapitre sera maintenant de voir comment maintenant contrer ces différents types d'attaques. Donc c'est ce qui va faire l'objet du prochain chapitre. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.